Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue à votre émission hebdomadaire Plein Feu. Ce soir, nous allons faire un plein feu sur la francophonie. Du 12 au 20 mars, la Mauritanie, à l'instar de tout l'espace francophone, vit à l'heure de la semaine de la francophonie. Vous savez que cet espace, qui est en plein essor, a principalement pour partage la langue française. Laquelle constitue le support et le vecteur des relations diplomatiques, économiques et culturelles de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Une organisation qui compte 57 États membres et 23 observateurs. 574 millions de locuteurs. Aujourd'hui, un questionnement se pose, à savoir quelle place pour la Mauritanie dans cette ère géographique. Quelle est la réalité de la langue française en Mauritanie? Plus précisément, le français a-t-il un avenir en Mauritanie? Et que l'avenir? En fait, des questions entre autres. On va débattre de ces questions. Et pour débattre de ces questions, surtout, nous avons invité ce soir sur le plateau Madame Siktou Mohamed Val, qui est écrivaine et promotrice de la langue française. Bonsoir. Et défenseur des droits de l'homme, bien sûr. Monsieur Dr Mbou Seta Diagana, professeur de littérature française en charge de l'enseignement de la littérature mauritanienne à la faculté des lettres et des sciences humaines. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Brahim Oulbekar Oulousneibe, écrivain et analyste politique. Bonsoir, Monsieur Brahim. Bonsoir. Et Monsieur Dr Mamadou Khalidouba, professeur de littérature française en charge de la littérature africaine à la faculté des lettres et des sciences humaines. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Donc voilà, on va commencer par vous, Madame Siktou. Donc en fait, la première question, bien sûr, on va essayer de cerner un petit peu la place de la Mauritanie dans l'Organisation internationale de la francophonie. Quelle est la place de notre pays dans cette organisation? Merci d'abord de nous avoir invités pour l'occasion, parce que la semaine de la francophonie nous concerne tous. Et pour répondre à votre question, je pense que la Mauritanie est, comme tous les pays francophones, concernée par la francophonie, parce que la Mauritanie est un pays qui est francophone depuis toujours, depuis ses indépendances. La langue française fait partie de son quotidien et c'est une langue officielle du pays. C'est vrai qu'elle n'est aujourd'hui pas ce qu'elle était auparavant, mais il n'empêche qu'il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a changé? Bon, beaucoup de choses ont changé depuis une trentaine d'années maintenant. Le français n'a plus la place qu'il avait auparavant. C'est-à-dire qu'il y a un problème d'éducation, un changement de politique dans l'éducation, des systèmes éducatifs qui a fait que le français n'est plus enseigné comme il a été. Excusez-moi, mais là on parle surtout de la place de la Mauritanie dans l'organisation. Dans l'organisation, je pense que la Mauritanie n'est plus ce qu'elle était auparavant par rapport au français, mais je crois que c'est toujours rattrapable. Parce elle a encore sa place et elle tient toujours à la garder, malgré les difficultés qu'elle a connues depuis les dernières décennies. Docteur, donc pour essayer de répondre à la même question, quelle est la place aujourd'hui de la Mauritanie dans cette organisation internationale de la francophonie? Bien, d'abord, il faut dire que l'Organisation internationale de la francophonie, avant d'être cette institution politique, elle a d'abord été ce qu'on appelle la CCT, Agence de coopération culturelle et technique. Sa première vocation, c'était d'abord donc de favoriser l'entente culturelle entre certains pays qui ont le français en commun. L'OIF, contrairement à ce que certains croient, n'est pas une émanation de la France. C'est d'abord de chefs d'État africains ou bien du tiers-monde de façon générale qui ont eu cette idée. Entre autres, le président Habib Bourguiba de la Tunisie, Léopold Sédar Senghor du Sénégal, Amadou Diori du Niger et le prince Nourdin Sihanouk. Et c'est une réponse d'abord de ces pays africains, certes, qui ont eu une histoire avec la France, puisque tous anciennement colonisés par la France,
afin, bien sûr, de continuer cette pratique, ou bien ces legs, ou bien cet héritage de la colonisation, mais tout en défendant les spécificités et les particularités de ces pays. Aujourd'hui, la Mauritanie, pour répondre plus précisément à votre question, est un pays à part entière de l'OIF. Moi, en tant qu'universitaire, j'insisterai surtout sur l'aspect de ce démembrement de l'OIF qui est l'AUF, l'Agence universitaire francophone. Mon université, l'université de Nouakchott, est une université membre de cette grande agence. Grâce à cette agence, donc, nous pouvons bénéficier de bourses, faire de formations, privilégier, si vous voulez, nos étudiants si on arrive à faire des jumelages avec d'autres universités francophones. La place de la Mauritanie dans la francophonie, c'est d'abord défendre la diversité mauritanienne. Parce que l'OIF n'a pas vocation d'imposer le français à ses pays membres. La première vocation de l'OIF, c'est de favoriser la diversité culturelle. Nos langues, aujourd'hui, dans ce système qu'on appelle la mondialisation, ont besoin d'une certaine synergie, et je pense qu'on est encore plus fort lorsqu'on est soudé. La francophonie, comme d'ailleurs la Ligue arabe, je pense, sont des instruments qui permettent à nos pays aujourd'hui encore d'affirmer notre identité. Les anglophones, ils ont leur Commonwealth. Donc la francophonie, c'est cette institution, certes aujourd'hui, qui a un volet politique, a un volet économique, a un volet sociétal, mais sa vocation première d'abord, c'est ce volet culturel, et je pense que la Mauritanie joue très bien sa partition au sein de cette institution. Merci. Donc, M. Brahim Boucar Sneba, donc on va essayer de répondre à la même question. En fait, quelle est notre place aujourd'hui à Mauritanie, quelle est sa place dans cette OIF? La Mauritanie maintient, comme l'a dit surtout et Mbousseta, le docteur Mbou, maintient sa position au sein du concert, si l'on peut, de concert francophone et de l'espace d'organisation internationale de la francophonie et de toutes les instances quand même francophones, mais c'est en réalité Kahinka, c'est avec des difficultés. Donc nous traînons le pied après les pays francophones, des pays parce que le français ne constitue plus en lui-même une langue, mais il est au premier chef le vecteur de la diplomatie, de l'économie, de la culture et tout cela. Donc c'est là où se pose le problème. Donc la Mauritanie, à un certain moment, le système éducatif avait produit du coup une réforme dont nous vivons encore les séquelles, les conséquences néfastes. Donc en 1979, patatras, réforme, arabe, allez-y, faites de l'arabe, négro-mauritanien, allez-y, faites ce que vous voulez. Et là, du coup, erreur des deux côtés. Les Arabes, pour eux, c'est l'arabisation, c'est le Coran, donc il ne faut rien apprendre que cela. Ils font fi de la mondialisation. Bon, ce n'était pas à l'heure, mais quand même du développement des nations, de concert des nations. Et les négro-mauritaniens, pour eux, voilà, il faut le français devait constituer, si on peut dire, une valeur refuge. Allez-y, donc pas tous, mais quand même des deux côtés, ce sont les extrémistes des deux côtés, ou les gens qui ont certaines idées un peu étriquées de la mauritanité et de son unité nationale. Nous, on va aller nous réfugier dans le français. Or, tous les Mauritaniens sont des musulmans, ils sont arabisants à la naissance, à mon sens, quel que soit du reste de l'ethnie ou la souche sociale, on est par définition des arabisants. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit s'arabiser plus que les autres, et que l'arabe soit imposé à outrance
dans l'État, dans sa gestion et dans le style de comportement. Quand même, il doit y avoir une certaine dose de démocratie. Chacun est appelé et doit assumer son destin et le choisir. Donc ça se répercute sur notre place dans l'OEF. Tout à fait, parce que ce n'est pas si francisant que ça. Il y a 13% des Mauritaniens qui parlent français. Et encore, c'est 13%. 13%, bon, grosso modo, Grand Maxi, c'est 13% des Mauritaniens. Il y en a en français aussi qui est parfois bancal, qui n'est pas si brillant que ça. Ce n'est pas le français de Châteaubriand. Et donc, j'en passe. Donc, nous maintenons une certaine place, malgré l'intelligence des Mauritaniens de façon générale, à la réactivité de nos cadres peut-être, de nos diplomates, mais en réalité, il faut faire quelque chose de nouveau. Voilà, donc monsieur docteur Mamadou Khalidouba, donc quelle est notre place aujourd'hui selon vous, vite fait, rapidement donc. Oui, avant d'arriver à cette question, je voudrais quand même rebondir un peu au propos de mon ami Ibrahim. On est là pour ça. Oui, pour dire que je ne suis pas de son point de vue. Tous les Mauritaniens, de mon point de vue, ne sont pas à l'origine des arabophones ou des arabisants. J'ai dit arabisants, je n'ai pas dit des arabes. Ce n'est pas d'origine arabe, mais tu as parlé arabe avant le français. Non, je suis désolé. Ah bon? Si tu es français, si tu es gaulois, je ne sais pas. Non, je ne suis pas français, ça n'a rien à voir. Je suis peul. Je ne suis pas arabisant. Mais tu parles arabe? Non. Tu as parlé arabe à tout le monde? Non. Tu as prié quand même certainement? Je ne parle pas arabe. Non, tu peux arabe. De toute façon, laissez-moi terminer. Tous les Mauritaniens ne sont pas arabisants. Tous les Mauritaniens ne sont pas arabisants à l'origine, ça je tiens à le préciser. Je suis peul, il est soniqué, ils sont wolof. Non, je ne suis pas arabisant à l'origine. Ça c'est important de le préciser. Je ne parle pas l'arabe. Je suis peul de naissance, ma langue maternelle c'est le poulard, j'ai évolué dans cette langue-là jusqu'à ce que je suis arrivé à l'école. Mon premier contact avec l'arabe a été, comme avec le français, a été à l'école. Donc je ne suis pas arabisant. Non, c'est pas. Mon premier contact, on va certainement parler. C'est son cas précis, mais celui des Peuls a été souvent en contact. Oui. Bon, attends. Oui, bien sûr, on est en contact avec Non, c'est très grave, je l'ai terminé. Non, il va finir d'abord. Évidemment, je n'ai pas terminé. D'accord. Il va terminer d'abord. Alors, donc, c'est juste pour quand même repenser, si vous voulez, nous pouvons revenir sur cette question-là. Maintenant, bien sûr, c'est une question qui, oui, naturellement, qui entre un peu d'une certaine manière dans le sujet. Pour répondre à votre question, je voudrais juste souligner que cette question de savoir quelle est la place de la Mauritanie dans la francophonie suggère ou renvoie à une autre interrogation. C'est celle de savoir quelle est la place tout simplement des Français en Mauritanie. La place du Français, voire même le statut et la place du Français sont mitigés en Mauritanie. Il y a ce qu'est le Français réellement et il y a ce que l'on souhaiterait que le Français soit. Je m'explique. Ce qu'est le français réellement, de mon point de vue, et je l'ai dit encore ce matin à l'occasion des débats à IFM. Monsieur docteur, on va parler de la cession de la langue française du français à Mauritanie. Là, on parle de la cession de la Mauritanie en tant que pays dans cette OIF. Oui, tout ça. Et après, on va revenir bien sûr à la cession de la langue française même. Mais vous convenez avec moi qu'à partir du moment où nous ne sommes pas là pour faire la diplomatie, parce que la place de la Mauritanie, ça entre dans le cadre de ce que vous pensez, vous? C'est la relève en ce moment de la diplomatie de la Mauritanie. La Mauritanie est un pays francophone parmi... les relations avec la France, avec le Canada, avec nos pays francophones à côté, l'Afrique de l'Ouest, tout. Vous pensez que c'est... Je ne crois pas que la relation que la Mauritanie tisse avec les pays étrangers... Pays membres de l'Organisation internationale. Se base sur la question de langue. Franchement, ce n'est pas la lecture que je vois de la diplomatie mauritanienne. Je ne crois pas. Je pense que la relation que la Mauritanie tisse avec un pays étranger, quel qu'il soit, est liée à d'autres paramètres de type politique, géopolitique, économique, et pas nécessairement à la langue. Donc, voilà. si vous permettez, on va passer... Non, Ahmed, excuse-moi. Dès que vous avez la parole... il y a quelque chose de grave. Brian, non, dès que vous avez la parole, vous allez rebondir sur ça. Là, on va parler de la cession de la langue française. D'ailleurs, tout à l'heure, vous parliez de ça. En fait, la langue française aujourd'hui en Mauritanie. Vous, en tant que francophone, écrivain francophone, vous vous intéressez à la langue française,
C'est la langue dans laquelle vous écrivez? Je sais que la langue française n'a pas aujourd'hui la place qu'elle avait hier. Les choses ont changé, justement, comme je viens de le dire, depuis une trentaine d'années, depuis les réformes du système éducatif. Donc, la langue française est parlée par une minorité de Mauritaniens, alors qu'à l'époque, elle était pratiquement parlée par tous les Mauritaniens. Il y avait en fait, qui vont à l'école, bien sûr. Il n'y avait pas beaucoup. Oui, il y avait une ambiance, il y avait une certaine... Même, je me rappelle à l'époque où quand on va dans des villages, vous avez des femmes d'un certain âge, des vieilles femmes qui n'ont jamais fait l'école, des grands-mères, qui vous dites n'importe quoi devant elles en français, elles comprennent. Elles comprennent ce que vous dites. Donc ce n'est plus parce qu'elles ont l'habitude d'entendre le français. Aujourd'hui, il y a une relation je dirais, assez bizarre avec la langue française. C'est-à-dire que c'est une langue officielle. Mais quelles sont les causes en fait, ce recul? Donc c'est une langue officielle et en même temps c'est une langue qu'on refuse. Et en même temps c'est une langue qu'on enseigne très mal et très peu à l'école. Donc et la qualité n'est plus exigée, la qualité de l'enseignement n'est plus exigée. Et ceux qui parlent le français sont mal regardés, mal vus par la société. Ah bon? Oui, c'est pas tellement bien vu. Parce qu'il y a toute une jeunesse. Pour eux, ce n'est pas tellement la langue du colon, mais c'est la langue plutôt de... ce n'est pas le colon à l'ancienne, c'est-à-dire que le néocolonialisme, ou bien des gens qui sont là pour parler une langue étrangère, tout simplement pour amener la langue... Vous pensez que notre relation avec la langue française a changé? Notre relation, pas tous. La relation du pays. Oui. De la Mauritanie avec... Oui, la situation a complètement changé. Et notre relation a changé. Vous êtes dans un séminaire pourtant, on vous présente tout en français. Mais si vous parlez français dans le séminaire, on vous reproche d'avoir parlé français. Si vous écrivez en français, on vous reproche d'avoir écrit en français. Pourquoi vous ne parlez pas en arabe? On vous dit pourquoi vous ne parlez pas en arabe? Eh bien, moi, je crois qu'on nous a appris le français pour parler le français. Si on veut parler en arabe, on peut aussi parler en arabe. Mais on doit s'exprimer dans la langue où on se sent à l'aise. De toute façon, pour répondre à votre question, le français n'a plus la place qu'il avait avant. Et donc, on a besoin un peu de... Donc, docteur, de retrouver notre place. La situation de la langue française aujourd'hui. Là, on parle de la langue française. Oui, mais je voulais d'abord commettre les choses dans leur contexte. Nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de la semaine de la francophonie. Il ne s'agit pas, à mon humble avis, d'opposer le français à l'arabe. On n'est pas dans cette vision dichotomique qui est français en Mauritanie, qui est françaisé en Mauritanie. Je pense que ce n'est pas... Oui, mais ça nous ramène à parler de ce sujet. Ce n'est pas la question. Voilà, la question est aujourd'hui quelle est la situation du français en Mauritanie. Apparemment, moi je vois des gens qui sont alarmistes. D'abord, il faut dire que quand la Mauritanie accédait à son indépendance, le français était langue officielle de ce pays. Puis, il a partagé ce statut avec l'arabe. Et ensuite, il va carrément perdre ce statut de langue officielle. Certes. Mais, que cela ne tienne, le français continue d'être une langue qu'on pratique quotidiennement en Mauritanie. Au niveau de l'administration, au niveau de toutes les institutions de l'État. D'ailleurs, on en parle. Voilà, on est en train de parler à la télévision. Même si officiellement, dans certaines institutions, le français n'est pas considéré comme une langue de tous les jours. Je prends le cas de la justice. Il y a des avocats qui ne sont pas arabisants, qui ne parlent pas arabe, mais qui continuent quand même à avoir des dossiers. Maintenant, quelle est la situation des Français en Mauritanie? C'est comme la plupart des pays. La Mauritanie n'est pas un cas à part. Moi, j'ai eu l'occasion d'étudier et d'enseigner dans d'autres pays. Francophones. Le niveau de leurs étudiants n'est pas mieux. Même en France, on dit la même chose. Même en France, voilà. au Canada. Quand j'entends
chaque fois des gens dire que le niveau de français est faible en Mauritanie. Ce n'est pas qu'en Mauritanie. Et d'ailleurs, malgré tout ce soubresaut, on arrive quand même à maintenir un certain niveau acceptable de français en Mauritanie. En tant que prof de littérature, vous savez, au moment où le français n'était que la seule langue officielle de la Mauritanie, on n'avait pas tant d'écrivains. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de Mauritaniens qui sont des écrivains en langue française. À l'université de Nouakchott, au département de langue et de littérature française, on enseigne la littérature mauritanienne écrite en français. Cela veut dire que cette langue n'est pas finalement une langue morte en Mauritanie. Au contraire, c'est une langue dynamique. C'est une langue, j'ai envie de dire, qui a un bel avenir devant elle. Et en plus de cet aspect diplomatique, c'est-à-dire le français est une langue qui nous permet de nous communiquer aussi avec nos voisins, avec le reste du monde. Il y a une dimension de rencontre, quoi. Il y a une dimension de rencontre, il y a une dimension interculturelle, il y a une dimension internationale. Donc, quand on regarde même dans le parler de tout le Mauritanien, chez tout le Mauritanien, il y a une influence importante du français sur nos langues nationales, que ce soit en arabe, que ce soit sur l'arabe, le polar, le soninké et le wolof. Et je l'ai dit quelque part, le français aujourd'hui fait partie d'une manière ou d'une autre de notre patrimoine. Oui, on a notre français. On a notre langue nationale. Ce matin, j'ai posé la question d'ailleurs. Ce que j'ai reproché un peu aux écrivains mauritaniens, c'est que nous ne devons pas être tout simplement des spectateurs de l'évolution de la langue française. On doit apporter notre contribution. Parce que le français n'est plus l'apanage de la France. Arabiser, soninkiser ou polariser le français. Et pourquoi pas former cette forme de créole, de diglossie. Hein? En Côte d'Ivoire, il y a ce fameux Nouchi. Je pense que ça existe dans la rue, mais peut-être pas chez les écrivains, mais ça existe quand même dans la rue. Ça peut arriver. Moi, quand je lis le premier roman de Harouna Rachidi, quand même, il y a c'est timide. Le réveil agité. Le réveil agité. Oui, c'est autre chose, parce qu'il est comme ça, lui. Oui, mais il le faut. On en a besoin. On en a besoin. Voilà. Donc Brahim, là on va parler, on veut votre point de vue sur l'association, d'ailleurs, ça veut dire l'association de la langue française en Mauritanie. Et je rappelle que vous pouvez rebondir sur tous les sujets. Je ne suis pas de l'avis de Bousseta quand il dit il est optimiste. Non, écoute, on ne peut pas dissocier l'avenir du français, son présent, avec la francophonie et la situation nationale, l'unité nationale et les choses qui sont... C'est pas ce que j'ai dit. Non, il a dit que vous avez dit. Nous sommes là pour parler de la langue française. Mais c'est dit. Non, ça a dit par rapport au Wolof, par rapport au Sénéké, par rapport à nos langues nationales. C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que la langue française est une langue nationale ou pas? C'est une autre question. Balater, je parle. C'est très simple. Je pense qu'il y a un quiproquo. Moi, je ne suis pas à la conquête des Peuls ou des Soninké ou de n'importe quelle autre ethnie. J'ai dit une chose que je vérifie, je vais enfoncer le clou, je signe, persiste et signe. Le français n'est pas notre langue. Notre langue, c'est le Poulard, c'est le Soninké, c'est le Wolof, c'est l'arabe. C'est ça, nos langues. Mais c'est l'une de nos langues. Écoute, le français est une langue de travail, une langue d'échange, une langue de coopération. C'est un outil que nous avons utilisé aussi bien que l'iPad, l'informatique que vous êtes en train d'utiliser tout à l'heure. Rien de plus. Quant à nos rapports avec le français, c'est le rapport de tous les Mauritaniens avec le français. Quelle que soit leur ethnie, quelle que soit leur appartenance, ils ont connu le français à leur détriment. Bien, c'est à l'école. Attends. Ils l'ont connu à leur détriment, justement à la défaveur à l'occasion, malgré nous, par rapport à l'arrivée de la colonisation. On l'a connu dans la souffrance, dans la privation et dans la conquête de nos mœurs, de nos mentalités. Heureusement, on a pu résister quelque part.
J'insiste encore, attendez, je termine Ahmed, je termine. Vous allez terminer, les raisonnements difficiles à tenir. On a connu la langue arabe exactement de la même façon. C'est des colonisateurs qui sont venus avec leur langue. Non, je t'ai bien dit quand même, je t'ai concédé. Je t'ai dit nous, tous les Mauritaniens. Moi, quand je dis Mauritaniens, je parle de tout le monde. Je parle de l'arrivée de la langue, c'est toujours comme ça. Attendez, j'ai dit nous, Mauritaniens. Quand je dis Mauritaniens, c'est tous les Mauritaniens. Ouais. Bon, je ne suis pas raciste. Écoutez, quand je dis Mauritaniens, c'est tous les Mauritaniens. Bien sûr. Attendez. Donc les Mauritaniens ont connu la colonisation à leur détriment. Et le français, ce n'est pas notre langue. C'est sûr. C'est ni plus ni moins qu'un moyen qu'on est en train d'utiliser. Mais, je l'ai dit quelque part, ça a égratigné mon collègue Ba. Je persiste encore ici. Les Peuls ne sont pas des Arabes. Ils ne voudront pas l'être parce qu'ils sont fiers de l'être. Et moi d'ailleurs, je ne voudrais pas leur extorquer leur identité. Ce serait en déni d'une bêtise à l'encontre de moi-même et de mes enfants. De toute façon, ils ne le sont pas. Ok. Mais il y a une chose. Tout le monde en Mauritanie était arabophone. En ce sens que tout le Mauritanien, on est musulman quand même, à mon sens. Tout le monde est musulman en Mauritanie. À partir de 4 ans, comme chez les Français, à 7 ans, c'est un peu le catéchisme, c'est la profession de foi. Et quand on fait l'équivalent de la profession de foi en islam, c'est de réciter la Fatiha. Ça, je l'ai dit. Donc attends, non, c'est pas terminé, je termine. Dès que vous prenez la parole, vous avez parlé, plus un quart d'heure, je parle au moins de 5 minutes. Dès que vous prenez la parole, vous je prends un exemple pour plaire à Mamadou Kalidouba. Ouais, pour téléspectateurs. C'est ça, c'est bien. C'est complet maintenant. Attends. Pour plaire à Kalidou, je prends un exemple dans la littérature africaine, d'expression française. Il y a un roman qu'on a lu d'ailleurs tous, qui est un roman fétiche, devenu un classique par la force des choses. Il s'est imposé jusqu'à présent. L'aventure ambiguë, Cheikh Hamidou Kane. C'est là, cet ouvrage, plus peu que Hamidou Kane. Les Africains, les musulmans, plutôt. Voilà, il est musulman, il est plus que moi, que lui, tu meurs, c'est simple. Dans l'aventure ambiguë, il est question de l'arabisation du pays de Djalobé. La situation qui se posait entre le maître Dialobé et le reste des Dialobés, c'est que la grande problématique, c'est quoi? C'est qu'il ne fallait pas aller dans le français. Est-ce qu'ils vont, tu me dis ça ce matin, est-ce qu'ils vont apprendre, voter, ce qu'ils vont oublier? C'est la grande royale qui parlait. Lui-même, au début, ça commence comme ça. Samba Diallo connaissait bien sa leçon, mais sa langue lui a simplement fourché. Chez nous, on frappe les enfants pour le Coran, mais chez les Peuls, c'est pareil. C'est encore mieux encore, pire, comme tu veux. Donc, l'arabe n'est pas étranger au Peul, il n'est pas étranger au Mauritanien, mais les deux ne sont pas français, ils ne le seront jamais. C'est clair. Donc rapidement, la situation du français en Mauritanie. Elle est une situation catastrophique. Vous êtes optimiste ou pessimiste? Non, je suis pessimiste d'ailleurs. Donc, docteur Mamadou, je voudrais juste terminer et commencer là où mon ami Ibrahim a terminé, mais je voudrais quand même lui demander de bien vouloir me laisser terminer encore une fois. Non, mais chacun quand il prend la parole, il dit ce qu'il veut. Non, pour que je termine ma réflexion tout juste. D'abord, je précise que la religion relève de la foi. La langue et la culture, c'est autre chose. Les Iraniens sont musulmans, ils ne sont pas arabes, ils sont perses. Les Turcs, etc. Je suis Peul. Chinois, de culture Peul et de langue Peul. Je suis musulman, je l'assume de manière totale, mais je ne suis pas arabe. Attendez, je termine, Brahim. Tu ne le deviendras jamais, d'ailleurs. Brahim. Il ne faut pas être arabe, comment tu es Peul? Merci. Non, je tiens à le préciser. Donc, n'essayez pas de faire de mal en arabisant. Je ne suis pas arabisant. Parce que simplement je suis musulman. Et pourquoi tu es francisant? Je ne suis pas francisant. Je ne suis pas français. Tu es francophone. Parce que j'ai appris le français à l'école. J'ai appris le français. Attendez. L'arabe aussi. Je dois juste. L'arabe aussi. Non, Brahim, s'il vous plaît. Laissez-moi terminer. Parce que vous savez, je peux aussi faire de l'anarchie. Vous empêcher de parler. Tu ne me battras pas. Si, non, mais non. Allez-y. Attendez, je vous ai écouté. Monsieur Kalidou, je vous ai écouté. Monsieur Kalidou, respectez les téléspectateurs. Là, vous parlez aux téléspectateurs. Monsieur Kalidou, respectez les téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup. Alors, donc, je précise cela, je tiens à le préciser. Donc, je suis musulman, mais je ne suis pas arabisant. Mais je suis Peul, de langue et de culture Peul, je l'assume. Je ne suis pas arabisant. Maintenant, la différence entre la foi et la culture, ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Alors, maintenant, pour en revenir à votre question,
la place du français en Mauritanie. J'avais d'ailleurs tout de suite commencé à y répondre. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a la véritable place de la langue française en Mauritanie et il y a ce que l'on voudrait que le français soit, ce que j'avais commencé à dire. Je m'explique. Dans la réalité, on a beau le vouloir ou ne pas le vouloir, quand la réalité elle est là, le français est devenu de fait, par la force des choses, une langue qui s'est imposée dans la vie des Mauritaniens. Quand bien même, qu'on vient de le dire, le camarade Mbousseta Diagana, la langue française, depuis 1991, dans la Constitution, avec la démocratisation de 1991, on a gommé totalement dans notre loi fondamentale l'existence du français. Toutes les questions, non, on l'appelle langue de vertu. Toutes les questions linguistiques se situent entre l'article 1 et 10, et notamment au niveau de l'article 6 et 7. On ne parle nulle part du français. On parle de langues nationales, et de ces langues nationales-là, on dit que l'arabe est la langue officielle. Donc, officiellement, en tout cas selon notre loi organique, le français n'existe pas. Ce qui entre en contradiction flagrante par rapport à la réalité. Nous le savons très bien. Lorsque vous circulez dans les rues de Nouakchott, vous voyez ce bilinguisme-là systématique devant les boutiques, et devant les ministères. Même sur nos papiers sur nos papiers d'identité, sur nos passeports, sur tout ce qui est officiel. Il y a même les circulaires, tout est système. Le journal parlé, tout est fait en français. Et enfin, je voudrais terminer par là. Oui, en arabe et en français, je veux dire. La dernière fois, c'était il y a de cela juste 2 ans, un de nos collègues, Alassane Dia, a fait une communication ayant un titre d'ailleurs assez provocateur. C'était « Le français est-il une langue mauritanienne ?» C'est une langue nationale. Est-il une langue mauritanienne? À l'occasion d'un colloque. On a fait d'ailleurs une émission ici, ce plateau, par rapport à sur la base d'une enquête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est allé poser dans les salons, au moment où, après avoir déjeuné, dans les différents salons des Mauritaniens, on discute autour du thé, poser un enregistreur. Après, il a constitué un corpus sur cette base-là. La réalité est sans équivoque. Les Mauritaniens, dans l'écrasante majorité des foyers, y compris chez nous, dans nos propres foyers, nous parlons, nous utilisons beaucoup le français. Et même entre nous. Oui, et même entre nous. Dans tous les... Des fois, entre un arabe et un non-arabe, on est obligé de parler français. Oui, et c'est cela. Le français est en Mauritanie une langue transnationale. Dans un bureau d'ailleurs, des fois. C'est tout à fait. Donc, et pourtant, officiellement, le français n'existe pas. Oui, donc c'est cela, le statut et la place du français. Et il y a eu un recul pour vous du français depuis... À 2 niveaux. Recul au plan officiel, oui. Parce qu'officiellement, elle vient de le dire, c'est tout, que vous allez dans les séminaires, vous allez dans les réunions, quand vous demandez, vous ne comprenez pas l'arabe, vous demandez une traduction, on vous fait passer pour un extraterrestre. Et enfin, quand vous faites le choix librement de vous exprimer en langue française, on vous accuse d'être un néocolonialiste. Mais ça, c'est le caractère hypocrite, tout simplement, à la fois de l'État, mais également d'une bonne partie des Mauritaniens qui ne veulent pas reconnaître la réalité. Cette réalité-là, c'est que le français est devenu, qu'on le veuille ou pas, de facto, une langue mauritanienne. Donc, on en est content, on n'en est pas fier. Il y a une différence. On est content. Dès que vous allez prendre la parole, prenez note. Je précise quand même une chose. C'est que du point de vue militant, moi je ne me bats pas pour le français, que ce soit très clair. Je me bats pour l'introduction du Pulaar, du Soninké et du Wolof dans le système éducatif mauritanien pour créer l'égalité en Mauritanie. C'est mon cas. Je ne suis pas là pour défendre le français. Je pense que les Français sont assez puissants pour défendre leur langue. S'ils veulent qu'ils le fassent, s'ils veulent qu'ils la laissent tomber. Moi, ce que je défends, c'est le Pulaar, le Soninké. Et je tiens à le préciser. Moi aussi. Oui, donc non. Mais la réalité, c'est que le français... Mais là, on parle du français. Non, attends. Brahim, vous aurez la parole. Brahim, vous aurez la parole. Non, à chaud, je réponds. Vous allez prendre la parole. On est content que le français est comme ça, mais on n'est pas fier du français. Il n'est pas de nôtre.
Nous avons, le combat est celui-là. Oui, Le combat normal, c'est pour le Soninké, c'est pour le Wolof, c'est pour le Pola. Mais il n'est pas... Attends. Je termine un mot, 30 secondes, c'est mieux. Sinon, non. 30 secondes, sinon on va continuer à pinailler. Attends, moi je réponds à chaud. Sinon, tu vas aller... Non, mais c'est pas évident. Attends. Là, vous prenez la parole. Le français n'est pas le nôtre. Nous ne devons pas livrer un combat effréné, outre mesure, pour une langue dont une puissance est à charge. C'est votre point de vue, mais pour d'autres, le français est une langue nationale. On ne doit pas l'aimer plus que l'arabe, ni le soninké, ni le wolof, mais ce serait d'une certaine forme d'aliénation, une certaine zèle excessive pour une langue, d'ailleurs que je parle bien et que j'aime, que j'écris, je suis sur mon deuxième ouvrage, mais elle reste pour moi une langue étrangère. Qu'elle soit incrustée en Mauritanie, qu'elle soit dans les habitudes. Moi, je me suis donné à faire les francissements, les noms français en arabe. Il y a des dizaines, je les ai notés. C'est bien, ça fait rire, c'est bien, c'est pratique, c'est commercial, c'est sympathique, c'est littéraire, mais c'est en rien une fierté. La fierté serait le Wolof, qui sera transcrit, sera le Pola quand sera transcrit. Ce serait Pourquoi vous dites quand? Mais ils sont transcrits. Pourquoi vous dites quand il n'a pas été jusqu'à présent. Voilà. Moi, je précise que c'est grave, c'est pas ignorant. Il n'a pas été. C'est grave, ignorant. Non, vous ne savez pas que le Poulard est transcrit. Vous n'allez pas. Le Coran que vous avez cité, il a été en latin en plus. Je sais qu'il a traité en latin. Attendez, n'obligez pas, réalisateur, vos micros. Excusez-moi. Non. N'obligez pas, réalisateur, vos micros. Là, vous n'êtes pas. On n'est pas. Très bien. Si vous êtes tous les deux, ça serait très bien. D'ailleurs, je sais bien qu'il est transcrit en latin en plus. Je sais qu'il est en latin encore. D'accord, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Mais il faut avoir la Ils sont des bienvenus. Donc en fait, ce recul de la langue française, ce recul ou en fait l'essor du français, est-ce qu'il influe Moi, ça c'est la Mauritanie. D'entendre parler comme ça de la langue française parce que je trouve que aimer la langue française n'est pas une aliénation. Non. Et un pays a toujours besoin d'une langue autre que la sienne. Tous les pays du monde ont une deuxième. Même les Français en France ont l'anglais. On a besoin de ont l'anglais et ils écrivent. Mais les langues maternelles, bien sûr, absolument. On doit les aimer plus. Absolument. Il faut que les langues nationales soient enseignées. Il faut que les langues nationales soient enseignées en Mauritanie. Mais ce soir, comme on parle de la francophonie et de la langue française, je crois que la langue française aussi a son mérite. D'abord, c'est une belle langue, parce que parfois, c'est une question de cœur et d'amour. Nous aimons, personnellement, j'aime la langue française et je ne me sens nullement aliéné. Et mon père avant moi, il a bien parlé de foi et de culture, c'est clair. Donc mon père avant moi aimait la langue française et respectait des personnalités françaises. Ça n'a rien à voir avec l'aliénation. C'est pas un homme c'est même pas un homme il n'a jamais rencontré un président cherché à avoir un président de la République. Il ne fait pas la politique, mais c'est une question de relation personnelle avec cette langue que j'aime bien, que je la trouve belle, je la trouve élégante. Je la trouve riche, je la trouve, et puis nous l'avons apprise tout petit, et nous l'avons aimée, nous avons une relation avec elle. Donc, ceci dit, donc nous ne devons pas être gênés parce que tous les pays du monde, en France, et les gens aiment plus l'anglais, pour eux c'est plus branché, c'est plus moderne, c'est la langue de l'Internet, c'est la langue des nouvelles technologies de l'information. Donc nous aussi en Mauritanie, nous n'avons pas cette relation avec l'anglais, cette relation nous l'avons avec le français. Et je sais que beaucoup de gens nous reprochent ça. Pourquoi? Parce que justement, ces personnes-là n'ont pas fait l'école avec le français. Ils ont fait l'école tout arabisée, et ils ont des diplômes en arabe, mais ils ont un handicap et il faut le reconnaître. Parce que quand on parle qu'une seule langue, nous sommes à quelque part handicapés. Les francophones qui parlent arabe, ils ont aussi un handicap. Il n'y a pas un francophone qui n'a pas de langue. Non, tout le monde en Europe a 2, 3 ou 4 langues. Ça, c'est sûr. Je parle de nos francophones. Nos francophones à nous. Oui. Non, ils parlent au moins 2 langues. Non, il y a des francophones mauritaniens qui ne parlent pas arabe.
mais qui Mais parlent... pas des langues nationales. Non, non. Mais malheureusement, les langues nationales ne sont pas... Ils connaissent l'arabe avec la force des choses. Les gens connaissent l'arabe. Comme avec la force des choses, les gens parlent français. Comme oui, mais je veux dire, au moins tu as deux langues. Tu as le poulard, tu as le français. Donc ça influe sur la Mauritanie, c'est la qualité du Mauritanien, c'est sa production. Mais moi, le fait qu'il ne parle qu'une seule langue, ça se répercute sur la qualité de la production. Les seules personnes qui parlent une seule langue, ce sont les arabisants mauritaniens. Qui n'ont pas. Je parle des morts qui n'ont pas. C'est pas des arabisants, c'est des arabophones, c'est des arabes qui parlent la langue maternelle. Oui, si vous voulez, mais qui ne parlent qu'une seule langue, qui est la langue maternelle. Ça, je trouve que c'est très dommage, parce que vous avez des jeunes qui sont extrêmement intelligents et qui peuvent faire beaucoup de choses, mais qui ne peuvent pas sortir d'une seule langue, qui ont des problèmes, par exemple, avec la technologie, les nouvelles technologies, ils peuvent utiliser, mais ils ont des difficultés à utiliser la langue. Donc, ne serait-ce que ça fait un handicap par rapport à leur avenir. Et ça fait aussi une coupure, quelque part entre les générations. Entre nous, par exemple, je parle à un neveu qui, lui, a un diplôme universitaire sortant de Nouakchott ou d'ailleurs, mais que moi, je peux parler en français devant lui, et il n'aime pas beaucoup ça, parce qu'il ne comprend pas. Vous êtes aliéné, c'est tout. Je ne suis pas aliéné. Et vous ne le comprenez pas non plus. Je ne suis pas aliéné et j'ai une dent qui est très riche, et quand je me couche dans mon lit et que je prends un poème ou un roman ou quelque chose en français, Mais c'est la même chose pour lui quand il prend Bachak Seyab ou Moutoulibi ou autre. D'accord, mais moi je peux utiliser deux langues et lui n'en a qu'une seule. C'est sûr. Donc en fait, ce recul de où les sorts du français. J'avoue même sincèrement, par respect aux téléspectateurs, que je suis un peu perdu et même déçu. C'est plein feu. Oui, on parle de tout. Oui, d'accord. Répondez aux questions, dites ce que vous voulez. On ne va pas refaire l'histoire. Que le français soit une langue étrangère, c'est possible. Mais on a tous été étrangers. On vient tous de quelque part. Qu'est-ce qui est authentique? Quelle est la langue qui n'a pas été étrangère dans un pays? Voilà la question. À partir de quel moment alors le français est une langue étrangère ou non? Voilà la question. Quelle langue n'a pas été imposée? Quelle langue? Quelle est la langue parlée dans ces pays? Si on considère qu'il y a eu une première langue parlée dans ces pays, alors toutes les langues qui sont venues après sont donc des langues étrangères. Bien sûr, c'est clair. Donc, à un moment donné. L'histoire, on ne va pas la refaire. Et puis, voilà, évitons ces rapports entre langue et religion. Et n'est plus aussi étranger que ça, de toute façon. On a donné l'exemple des Iraniens qui sont musulmans et qui ne sont pas arabes. Moi, j'ai donné l'exemple de la majorité du monde musulman. Non, je donne l'autre exemple. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Le grand théoricien. Il y a des arabes qui ne sont pas musulmans. Tout à fait. Le grand théoricien de la Renaissance, de la Nahda, le Michel Aflaq, ne sont pas musulmans. Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc, non, essayons d'éviter. Moi, je ne suis pas là pour parler de ces problèmes. D'ailleurs, les langues sont complémentaires. On a tort d'opposer une langue à une autre. Les langues sont complémentaires. Maintenant, pour revenir à votre question, on peut dire, certes, qu'il y a peut-être, statistiquement parlant, un recul du français en Mauritanie. Mais il y a quand même cette prise de conscience. Il y a toute une université aujourd'hui en Mauritanie où les cours sont dispensés en français. On ne peut pas les nier. Écrivains en français. Et il y a une chose qu'il faut reconnaître. Les enfants de l'élite mauritanienne, ils sont scolarisés où? À l'école française. Reconnaissez-le. Donc, non, mais il faut dire. Moi, c'est pas parce que moi je fais. Soi-disant ennemis dans la langue française qui envoient les enfants. Moi, j'enseigne la langue française. Vous avez raison. C'est malheureux. Mais mon combat, c'est pas de défendre la langue française. Mais je ne veux pas dire non plus que je ne suis pas fier que le français soit une langue en Mauritanie. Pas du tout. L'autre disait, l'analphabète de demain, c'est celui qui ne parle qu'une seule langue. Ouais, maintenant, c'est deux langues. Maintenant, c'est deux langues. Déjà, nous, on ne parle aucune langue. Aujourd'hui, on est nombreux à dire qu'à l'université, tous ces étudiants qui sont dans les départements francophones, ils ne parlent pas français. Tout comme d'ailleurs, les étudiants dans les départements arabes ne parlent pas arabe.
Donc le combat doit être d'abord comment améliorer notre niveau linguistique, et notre enseignement en général. Le français, c'est un accident de l'histoire en Mauritanie. Enfin, si la Mauritanie aurait été colonisée par le chinois, je serais là en train de parler chinois. Ouais. Si c'était une autre... Donc on ne va pas encore faire... Le chinois ne colonise pas, il est en chinoise. On n'est pas là pour faire le procès de colonialisme, que les choses soient claires. Oui, de toute façon, on n'était pas là. Oui, mais bon, on a connu, c'est vrai, quand même... Donc est-ce que ce recul de la langue française, c'est répercute ou influe de façon négative, c'est la Mauritanie? Non, pourquoi de façon négative? Tout recul linguistique, bien sûr, n'est pas bien vu. C'est le problème de l'enseignement en général, ce n'est pas le problème de la langue française. Moi, je suis enseignant à la faculté de lettres et à l'école normale supérieure. C'est vrai, parfois, je suis frustré quand je vois le niveau de nos étudiants et de nos élèves professeurs. Je me dis, si ça continue comme ça, c'est un cercle vicieux. Mais encore, ce n'est pas le problème du français uniquement. Ce n'est pas le problème du français uniquement, c'est le problème de toutes les langues. Bien sûr, cela va avoir une influence négative, mais le problème, ce n'est pas une question de fierté. En fait, M. Brahim, vous êtes écrivain, vous êtes arabe. Vous parlez arabe, en fait, vous écrivez en français. Non. Je suis un homme quand même. Non. Arabe ou pas, je suis un homme. Non. Vous êtes en arabe, vous êtes en arabe, vous écrivez en français. Pourquoi pas en arabe? Comment? Pourquoi vous écrivez en français et pas en arabe? C'est un problème d'intelligence. Je n'étais pas suffisamment intelligent pour écrire l'arabe, c'est simple. Non. Je n'étais pas intelligent, c'est simple. Il y a Non, des mauvais élèves. C'est que non. Il écrit en français, s'il me permet. Il écrit peut-être en français pour dire qu'il est arabe. Il n'est pas français. Il écrit en français pour dire qu'il est arabe, c'est aussi. Pas nécessairement. Le problème d'identité se pose pour moi. Comme Wolsinka le disait. Son Moi aussi. Non, Wolsinka, le prix Nobel de paix, le Nigérian, il disait très simple. Il disait le tigre n'a pas besoin de prouver sa tigritude. Oui, bien sûr. Attends. Je parle. Moi, je n'ai pas besoin de prouver mon arabité. Je n'ai pas un plan d'identité, ni cela sa fuldanité, ou cela sa soninquité, ou cela sa bédanité. Ce n'est pas le nœud du problème. Donc, maintenant, le problème, c'est le français. Le français, attends. Le français Ma est question, c'est étranger. que pourquoi les Arabes de ce pays écrivent en français plutôt qu'écrire en arabe? C'est ça la question. En parlant de vous, mais... Ils n'écrivent pas pour ceux qui écrivent... il y en a qui écrivent les deux. Non, pour ceux qui écrivent en français, pourquoi ils n'ont pas écrit en arabe? Je ne parle pas de vous. Mais attendez que je la comprenne d'abord. Ouais. J'avais dit que... C'est toi qui n'as qu'à répondre si tu as compris. Non, c'est vrai, je vous ai pris comme étant un exemple. Ouais. Mais il y a plusieurs écrivains arabes qui ne sont pas, c'est pas des arabisants, c'est des arabes, c'est la langue maternelle. Moi, j'écris en anglais. Ils écrivent en français. Moi, j'écris en anglais. Justement, ou en anglais ou en chinois. Je vais commencer les chinois. Ça, c'est pas le problème. Attends. Vous pensez que c'est pourquoi? Non, en général. Mais attends. En général. Pas des accès de sujet. Le problème, c'est le problème de le français en Mauritanie. Justement, nous sommes en Mauritanie. Je l'ai dit à tout le monde, je l'ai dit, l'arabisation, elle a été une arabisation outrancière. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agissait pas de défranciser, mais il s'agissait peut-être, on peut arabiser, mais il ne fallait pas défranciser. Les langues nationales, on a fait le combat. Mamadou Babi Khalidouba était très jeune. On avait lutté pour cela. Et je sais bien qu'elle a été transcrite. Et le problème s'est posé, est-ce que c'est justement en latin ou en arabe? Et le choix a été fait pour que ce soit en latin. Donc je suis très informé sur les langues nationales. Bien sûr, c'est normal. Et je connais l'Institut national, l'Institut des langues nationales, je connais Toumbombaï qui a commencé le premier directeur. Donc je suis bien informé sur mon pays et sur tout le pays, que ce soit l'arabe. Donc maintenant, si le docteur parlait de l'étrangeté de toutes les langues, donc quand même le français, si on faisait le palmarès, le français sera la plus étrangère. Oui. C'est clair. Parce que c'est la plus récente. Attends. C'est sûr. Je suis pour une francisation, pour aller mieux en français. Pourquoi? En tant qu'outil. Mais je suis aussi, pour moi, l'arabe, et ce n'est que moi peut-être, l'arabe, j'aime le français aussi bien que vous. Bien sûr. Attendez. Cette fierté, moi, c'était cette fierté dont on parlait. Attendez, mais j'irais mieux à dire, l'arabe, à mon sens, il est sacré en tant que langue du Coran. Donc, ça, c'est le côté. Mais quand je pratique
de français. C'est le Coran qui est sacré. C'est le Coran qui est sacré. L'arabe, à mon sens, c'est le sacré. Il y a même on n'est pas. Attendez. Arrêtez-nous fatwa là. Non. Rien n'est sacré. Non, il n'y a pas de sacré. Je parle français, il y a des scarabées sacrés. Voilà. Continuez, dites ce que vous pensez. Attendez, non. Sacré en mot de français qu'on utilise, j'ai utilisé. Il y a parfois des scarabées sacrés. Boujaran et parfois sacré. Attendez. Merci pour le cours de sémantique. Ah, voilà. Si tu veux. Voilà. Justement. Non, je termine. Terminez, donc, je termine. Le français est un choix stratégique. Comme le disaient les Arabes à l'occasion d'Oslo, la paix est un choix stratégique. Stratégie. Oui, en fait. Stratégie, attends. Stratégie. Mais cette stratégie-là, excusez-moi, Brahim, on continue. Mais attends. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il disait tout à l'heure, en fait, Kateb Yassine qui dit j'écris en français pour dire que je ne suis pas français. Enfin, de façon. Ça veut dire que. Moi, je dis plutôt Wolsenka. Donc, ça, c'est Kateb Yassine. C'est pareil. Ah là, oui, non, donc, c'est notre façon à nous de dire qu'on n'est pas français. Je préfère Wolsenka. Le problème d'identité ne se pose pas à moi. Je n'ai pas un problème d'identité. C'est pas un problème d'identité. Non. Pourquoi les Arabes écrivent en français? Ce n'est pas un problème d'identité. Vous n'avez pas compris ma question. Même Barak el-Berouk, c'est un Arabe qui écrit en français. Mais pourquoi la Mauritanie travaille en français? Voilà. C'est un choix. Donc, vous ne croyez pas qu'il y a une hypocrisie quelque part dans cette administration qui arabise et qui utilise le français comme disait? Mais il n'y a pas une hypocrisie. Il y a un impératif. On est embarqué dans une galère. Il faut parler la langue de ces gens-là pour pouvoir en profiter, pour connaître des langues. Mais n'oublions pas nos langues nationales. C'est ça. Donc c'est un passage, je dis, qui trop embrasse mal et traîne. Donc quelle est l'influence de ce recul sur la Mauritanie? Il est voyant, mais quand il voit des jeunes qui ne peuvent même pas s'exprimer pour acheter leur téléphone au Sénégal à côté ou en France, ils ne peuvent pas faire écrire une demande. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne font que par là, pour vous donner un chiffre, ils écrivent, montrer à quelqu'un, je te vends ça à ça, comme font les Chinois quand ils reçoivent quelqu'un qui ne parle pas chinois. C'est très grave, le recul est très grave. Pourquoi? Parce que justement, on a défrancisé inutilement et on a arabisé en contrepartie. À outrance, bon. Non, je ne pense pas que ça soit l'apanage de la Mauritanie. Vous partez au Sénégal à côté, peut-être. Les gens ne parlent pas un seul mot de français. Peut-être. En France, on parle très mal français. Je ne suis pas contre. Mais en France, on parle très mal français, d'ailleurs. Je ne suis pas contre. Mon ami Ibrahim ne veut pas répondre à la question. Moi, je vais répondre à la question. Mais vous, c'est autre chose. Votre question, c'est que vous n'êtes pas arabe. Oui. Donc, vous pouviez écrire qu'en poulard ou en français. Oui, naturellement. Donc c'est une autre question. D'ailleurs, j'allais vous la poser. Bon, me cacher, c'est pas mon truc, attention. Ce que je veux dire, c'est que il y a une dimension affective. Nos langues nationales, le poulard, le hassaniya ou l'arabe, le soninké, le wolof, ont en nous cette dimension affective. Et maintenant, au-delà, la langue française, elle a ce caractère pragmatique. La question que vous avez posée ici à Ibrahim, de savoir pourquoi est-ce qu'il écrit en français. Lui qui crie à Hué Adja, je suis arabe, ma langue française, ce n'est pas ma langue. Pourquoi vous écrivez en français? C'est le premier ouvrage. Et le deuxième. Pourquoi tu transcris l'arabe, le poulard en français? Moi, est-ce que c'est moi qui ai transcrit le poulard en français? Non, vous avez dit vous. C'est en train d'écrire. Non. Il y a des poulards camerounais qui vous transcrivez caractère arabe, ils ne vont pas comprendre. Non, attendez. C'est une langue internationale. Je sais très bien à quoi vous faites allusion. Non, mais je réponds, excusez-moi. S'il vous plaît. Un Camerounais, non, poulard. Quand vous faites allusion à la transcription du poulard en caractère latin, qui n'a pas plu à certains Mauritaniens parce qu'ils voulaient que le poulard soit transcrit en caractère arabe pour mieux coloniser les peuples de Mauritanie. Pour mieux comprendre. Non, il s'agit de cela. Au Sénégal, les peuples de Mauritanie ne veulent pas être colonisés. Comment c'est transcrit au Sénégal? La raison, elle est fondamentale. Elle est claire. Là, vous touchez à un point sensible. La réponse, elle est là. Elle est très claire. Elle est scientifique. Mais pourquoi vous pensez que laissez-moi poser une question. n'est pas seulement une langue qui est parlée en Mauritanie. Le poulard est parlé dans plus de 18 pays en Afrique. Donc il faut, pour avoir une liaison entre les pays, vous voulez donc emprisonner les peuples de Mauritanie ici pour les obliger eux seuls
à transcrire leur langue en caractère latin, alors que tous les autres peuples des autres pays, j'allais dire des 17 autres pays transcrivent en caractère latin, c'est un non-sens. Au Sénégal, voilà la Sénégal, c'est un caractère latin aussi. Oui, c'est un caractère latin. C'est clair. En Guinée, c'est un caractère latin. C'est clair. Kalidou, écoutez, vous parlez aux téléspectateurs. Il vous a posé une question, vous avez répondu. Le Pulaar est une langue, le Peul est une langue internationale qui est parlée dans une vingtaine de pays dans le monde. Pour que les Peuls de tous ces pays puissent se comprendre, puissent se lire. Il faudra bien qu'ils transcrivent tous d'accord, leur langue. C'est plus pratique. Mais quand un Mauritanien arabe vous demande pourquoi ne pas écrire en arabe, c'est aussi pour vous comprendre. C'est pas seulement pour vous coloniser. Pourquoi vous dites pour coloniser? Non, mais j'aime bien comprendre le Pulaar. Je préfère qu'il soit transcrit en caractère arabe pour pouvoir le comprendre. C'est aussi possible. Mais la question est claire, la réponse est claire, vous l'avez donnée. C'est une langue internationale, c'est normal. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Donc ce recul de la langue française, est-ce qu'il influe sur le recul de la langue française? Moi, je pense qu'il faudra relativiser. C'est vrai, quand nous comparons les différentes générations, nous sentons effectivement un recul très net du niveau du français. Mais encore une fois, Diagana a raison de dire que ce n'est pas seulement le français qui est concerné. Un jour, je suis parti voir le doyen de la faculté de lettres parce que j'étais en train de corriger mes copies. J'étais hors de moi parce que ce que je retrouvais là, c'était tout simplement impensable. Des étudiants bacheliers qui font lettres d'expression française qui avaient du mal, ma foi, à construire des phrases françaises. Mais votre collègue prof d'arabe aurait Et justement, j'ai trouvé dans le bureau du doyen des collègues du département d'arabe qui m'ont dit mais ce que tu es en train d'indexer là n'est rien par rapport à ce que nous avons. C'est un problème je m'en suis c'est l'enseignement retourné à mon bureau. Qui est malade. Donc il faudra relativiser à ce niveau-là. Et même au-delà, je veux dire, en comparant l'étudiant mauritanien avec les étudiants de la sous-région, nos étudiants ne sont pas mauvais par rapport aux étudiants de la sous-région. Je veux dire que nos étudiants, comparés même aux étudiants de l'université Cheikh Anta Diop, ils ne sont pas mauvais, pas du tout. Mais en France, je vous ai dit, ne sont pas plus mauvais que les autres en langue française. Donc il faudra relativiser là aussi, je pense. Quelque part aussi, c'est lié aux conjonctures, à une certaine évolution. Je crois que l'introduction de nouvelles technologies... Votre relation, vous, avec la langue française, c'est une relation de passion ou plutôt d'accident? Vous avez connu la langue française, vous êtes allé à l'école, il y avait une langue française et puis... Une relation de pratique. Une relation de pratique. Moi, je ne me bats pas pour la promotion du français. Ça ne m'intéresse pas. Encore une fois, je me bats pour la promotion de la langue pour laquelle j'ai de l'affection, c'est le Pulaar. Je me bats, moi, pour vous aviez dit ça. Maintenant, ma relation avec le français, c'est une langue de travail. C'est ma langue de travail et je travaille là-dedans. C'est une situation de fait. Je n'ai ni un rapport affectif avec le français, ni un rapport de négation, ni... Pour moi, le français est là, je travaille avec. Si c'était le chinois, j'aurais aussi travaillé avec le chinois. Si c'était le russe, idem. Tout simplement. Donc, là, on a parlé de l'enseignement. En fait, le problème touche plus l'enseignement plutôt que le français ou l'arabe. Donc, en fait, faut-il reformer encore l'enseignement pour plus de français, de langue française, pour plus d'apprentissage de langue française? Pensez. Oui, moi je crois que j'ai des littéraires en français, langue française, d'expression française. En fait, je suis un peu désolée que c'est des gens qui utilisent la langue juste comme moyen, comme outil, mais pas par amour pour la langue. Pas par passion, quoi. Pas par passion. Bon, je crois que si je dis ça, moi, je suis de langue arabe et je pense que l'arabe n'a pas... que si j'aime le français, ça n'a rien à voir avec mon amour pour la langue arabe. Enfin, la beauté de la... On peut aimer deux langues, trois. Oui, bien sûr, même plus. J'aime l'italien, je trouve une très belle langue, l'italien. Mais je pense que l'arabe est une langue internationale des Nations Unies, que c'est une langue parlée dans plus de 23 pays dans le monde, que c'est la langue du Coran qui est parlée, qui est au moins utilisée au moins 5 fois par jour par plein de pays dans le monde. Mais ça n'empêche qu'on peut aimer la langue française et que j'aimerais que
la Mauritanie ne soit pas un pays enfermé dans une langue, ou enfermé dans quelle langue nationale. Qu'il doit y avoir une langue qui est une langue internationale de caractère latin, comme le français ou l'anglais. Comme on a le français, on garde le français. Et donc j'aimerais bien que le français soit réintroduit dans l'école comme avant, comme auparavant, pour que les élèves, pour que les jeunes Mauritaniens aient une perspective d'avenir plus intéressante que ce qu'ils ont maintenant. Par rapport à cette identité, fait un passeport. Pour moi, ça fait un passeport pour l'étranger. Par rapport à ce débat d'identité nationale, plutôt la place, en fait, la place de la langue française dans ce débat international, en fait, il y en a qui pensent qu'il y a un complexe politique, une déformation, une aversion, des gens qui prennent le français comme étant un exil. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Comme étant un exil, oui. Pour éviter d'utiliser les autres langues. Pour éviter d'être arabisé. Bon, ça, je crois que c'est... Il y a beaucoup d'observateurs qui le pensent, qui disent que ce qu'on venait d'appeler négro-africain en Mauritanie, je n'aime pas trop ce mot parce que je ne sais pas ce que ça veut dire, en fait, qu'ils s'exilent dans la langue française, qu'ils prennent la langue française comme étant un exil pour ne pas être arabisé. Non, moi je viens d'entendre ce que vient de dire Ba tout à l'heure. Il a dit qu'il ne faut pas enfermer les peuples et les emprisonner pour apprendre la langue arabe. Je crois que on n'impose pas une langue. Et il y a des pays... C'est malheureusement ce qui est fait en Mauritanie. On impose une langue en Mauritanie. Non, je crois que les langues en Mauritanie peuvent trouver une solution. Parce qu'il y a des langues, il y a des pays qui parlent plusieurs langues. Vous pouvez voir en Belgique, vous pouvez voir en Suisse, par exemple. Oui, mais ce n'est pas deux exemples dans le monde. Normalement, on a non, mais c'est des exemples. On a besoin d'une seule langue de travail. En Suisse, il ne faut pas être hypocrite. Il faut que l'arabe ou le français... Attendez, les exemples sont nombreux. Ils font plus que deux. Je vous donne l'exemple de la Suisse. La Suisse, vous avez 3 régions en Suisse. Vous avez la Suisse alémanique, qui utilise l'allemand comme langue. Vous avez la Suisse romande, qui utilise le français. Et vous avez la Suisse italienne, qui utilise l'italien. Oui, donc c'est 3 régions. On ne leur impose rien. Chacune parle sa propre région. Mais c'est une distinction, parce qu'ils sont proches d'un grand pays qui parle cette langue. Mais c'est toujours la Suisse. La France et l'Italie, ce n'est pas la même chose. Mais ça, c'est la Suisse. Oui, mais pourquoi l'Italie? La Suisse est différente de l'Italie. Je comprends. Oui. Je comprends, mais la région qui parle... Je veux dire, si aujourd'hui les langues françaises sont introduites dans l'enseignement, dans le système éducatif mauritanien, vous pouvez par exemple voir les villes où il y a, les régions où il y a plus de peuls, par exemple, vous mettez le poula. On ne peut pas imposer à tous les Mauritaniens de parler 4 langues nationales. Ça perd beaucoup de temps pour les enfants. C'est un temps énorme. Alors qu'ils n'arrivent même pas à parler une seule langue. Voilà, qu'ils n'arrivent même pas à maîtriser une seule langue. Donc je crois que ça doit être régionalisé plutôt. C'est l'exemple du Mali en tout cas. Par exemple, ça peut marcher. Le Sénégal aussi. À Kaïdi, par exemple, à Kaïdi, vous avez tous les morts qui sont là-bas qui parlent les langues locales. C'est normal, moi, par exemple, je ne les parle pas. J'ai pourtant pris mon cahier toute petite, j'ai essayé de tout apprendre. Mais comme je suis Mais c'est normal, c'est normal. Un Peul qui habite à Nadibou, il va parler Hassania. Un Mort qui habite à Kaïdi, il va parler Peul. Si vous introduisez les Peuls, par exemple, à Kaïdi, dans une région où on parle ça peut être utile pour les enfants là-bas. Mais si vous le mettez à Nouadhibou, c'est une perte de temps pour les enfants de Nouadhibou, je pense, à mon avis. Parce qu'au lieu d'avoir leur langue maternelle, en plus une autre langue comme le français, ça leur permet un peu de... Donc, docteur, en fait... Donc, j'ai toujours, moi, pensé que le système suisse peut marcher en Mauritanie. On ne peut pas imposer 4 langues. Il faut avoir 3 grands pays à côté, chaque pays défend une grande langue pour pouvoir faire ça. Pourquoi? Si la France était à côté... Pourquoi on a besoin de ces pays? Parce que les Suisses... Bon, c'est une façon de voir les choses. Les Suisses qui parlent italien, parce qu'ils sont proches de l'Italie. Ceux qui parlent allemand, ils sont proches de l'Allemagne. Non, c'est leur langue nationale. Oui, langue nationale, mais derrière, il y a un grand pays. Bien, donc en fait, faut-il reformer encore cet enseignement qui est moribond, qui est plus ou moins malade, pour plus de présence de langue française, quoi. Moi, avant de répondre à ta question, Ahmed, je voudrais d'abord dire que je me suis senti un peu piégé. Parce que nous, quand on est là, Mamadou et moi, c'est en tant que critique littéraire. Brahim et Selkou, c'est en tant qu'auteur. Bien sûr. J'aurais souhaité qu'on parle plus
de littérature mauritanienne francophone. Mais parler de je me suis... Non, tes questions aussi... Tes questions nous ont orientés. On ne peut pas parler de la langue française sans parler de ce problème. Tes questions, non, mais finalement, voilà, on a 1 heure et on n'a pas pu développer. 1 heure de temps, on n'a pas parlé de Sougué, on n'a pas parlé de Marba, on n'a pas parlé de Habil Mahfouz, on n'a pas parlé... C'est dommage. Maintenant, vous avez parlé des auteurs non, vous avez parlé des écrivains mauritaniens. On les a cités. On a besoin de connaître, c'est d'abord, pour répondre à ta question, on a besoin de connaître ces auteurs pour améliorer d'abord notre pratique du français. Justement. Un jeune Mauritanien apprendra mieux le français avec son compatriote mauritanien qu'avec Victor Hugo ou bien avec, je ne sais pas moi, Albert Camus. Vous pensez que c'est... Oui, moi je pense que la langue, la culture et la littérature vont ensemble. La culture du pays, voilà. La culture locale. Et ça, c'est une thèse que j'ai défendue dans beaucoup de mes travaux de recherche. Maintenant, on peut aussi améliorer le niveau des langues. Je ne parle pas du français, des langues en Mauritanie. Si on dépassionne et on dépolitise la question. Tout est là. Une langue, on ne peut pas l'imposer, qu'on le veuille ou non. Une langue, on l'aime. Une langue, on l'habite. Et quand on l'habite, elle nous habite. On évolue avec elle. Il y a des langues vivantes. Il y a des langues qui sont mortes. Pourquoi elles meurent? Parce qu'elles n'ont plus d'influence. Parce qu'elles ne passionnent plus. Parce qu'il n'y a pas ce charme. Parce qu'il n'y a pas ces petits quelque chose-là. Mais on ne peut pas, moi, m'imposer d'aimer ou bien de détester quelqu'un. Ça doit être un acte personnel dans tous les pays du monde. Je prends l'exemple du Sénégal à côté. Mais le Wolof, qui est la langue parlée par tous, mais le Wolof ne sont pas majoritaires au Sénégal. C'est la langue des minorités. Oui. Comme disait Senghor, c'est la langue des marchés. Donc, moi, je pense que les langues, il faut les laisser évoluer spontanément. Et celle qui arrive à s'imposer pour des raisons de communauté, elle va finir par s'imposer. C'est tout. On ne pose pas par la force. Voilà. Et d'ailleurs, tu as utilisé... Moi, je ne veux pas politiser les débats. C'est bon, allez-y. Ouais, mais il y a une question. On dit que les négo-africains, entre guillemets, refusent l'art. Ce n'est pas vrai. C'est faux. C'est un exil pour l'art. Non, ce n'est même pas un exil. Parce que c'est tout simplement, à un certain moment, on les a obligés et il y a une réaction. Oui, bien sûr. Non, il y a une réaction, bien sûr. C'est pas ça. Et il ne faut pas généraliser. Effectivement, ce que tu as dit, il y a eu des Soninké, des Poulards, des Wolof qui ont utilisé les caractères arabes, mais si c'était encore les Persans, ils auraient utilisé. Comme les Persans, les Turcs. Mais de toute façon, il ne s'agit pas de prison. Non, moi, je ne veux pas parler de ce terme carcéral, là, prison et tout. On n'est pas là. Plutôt, on est dans la littérature, donc on est dans l'évasion, on est dans l'élévation. Voilà. Donc, pensez que nous, on est à la télé, des gens nous suivent, il y a des gens qui suivent, donc on doit aussi être à la hauteur. Donc pour vous, en tant que chercheur, enseignant, oui. On a parlé de ce fond. Vous êtes plus ou moins tous d'accord qu'il y a un recul de cette langue française et que l'enseignement lui-même est malade, que ce soit en arabe ou en français. Oui. Faut-il en fait reformer encore plus cet enseignement pour donner une plus grande place à la langue française? Bien sûr. Ça, on est tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, je pense que les décideurs ont commencé à le comprendre. Tout à fait. Mais maintenant, le problème, il faut le prendre à la racine. Le système éducatif doit être revu, mais dès la base, dès les primaires. On ne peut pas prendre un arbre de 10 ans et puis on le prend, on va le prendre. Ce n'est pas possible. On doit revoir tout le système éducatif mauritanien. Nous, on a commencé à apprendre le français à l'âge de 7 ans, 8 ans. Aujourd'hui, il y a les élèves mauritaniens, ils commencent à apprendre le français à l'âge de 3 ans ou 4 ans. Ils font le préscolaire, il y a la maternelle et tout. Mais malgré tout cela, le niveau est inquiétant. Mais pourquoi? Parce que qui sont chargés de leur formation? C'est là même qui sont chargés de leur formation, ne pas le niveau requis. Bien sûr. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce qu'on ne possède pas. Donc, en fait, Brahim, par rapport à ces réformes de l'enseignement, pour donner plus de place à la langue française, il doit y avoir une forte dose de français, parce qu'on en a besoin. C'est un choix stratégique.
il n'est pas affectif, il n'est pas culturel, on n'a pas d'affinité particulière avec une langue étrangère, ce qu'on appelle du contraire. Nous devons aimer nos langues par ailleurs, les entretenir. Donc pour vous, c'est plutôt stratégique. Nous devons être plus perméables. Il y a une interperméabilité, il doit y avoir une interperméabilité, une interpénétration de nos langues, une intercompréhension. Je crois à l'unité nationale, elle est nécessaire. C'est une fatalité, sinon une nécessité pour nous demain. Donc, nous devons utiliser les choses à bon escient. Le français, la dose qu'il faut pour commercer, pour nos relations diplomatiques, économiques, culturelles avec les autres. Mais quant à nous, on ne doit pas, comme disait Edem Kodjo, l'Afrique, à force de regarder vers l'intérieur, a perdu la boussole de son intériorité. Ben oui. Donc, nous ne devons pas être l'immensité obnubilés par le français. de... Et voilà, l'unité nationale ne doit pas être faite à pied forcé, à marche forcée. Il n'y a pas d'emprisonnement, et plus jamais ça, même si parmi nous, il y a un peu des claustrophobes. Allez-y, monsieur, mais je ne peux pas vous dire claustrophobe, monsieur Amadouba, donc Oui. votre collègue. Je dois quand même dire que sur cette question de la réforme, L'enseignement. de l'enseignement du système éducatif. Est-ce que donner plus de place à la langue française ou pas? Au moins. Je pense qu'une réforme en Mauritanie, quelle qu'elle soit, qu'elle donne de la place à la langue française ou pas, si elle ne prend pas en considération la question nationale, La réalité du Tout pays. à fait. la question nationale, elle va être une réforme biaisée et n'ira jamais C'est loin. clair, Nous c'est clair. irons de réforme en réforme. clair. Je pense qu'il ne Ça, peut pas y avoir de système éducatif viable en Mauritanie ça, c'est vrai. sans l'introduction des autres langues nationales, parce que il n'y a pas d'éducation viable sans égalité. Et il n'y aura pas d'égalité d'éducation lorsque les enfants mauritaniens n'auront pas tous la chance de faire l'apprentissage du savoir dans leurs différentes langues. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, cela dit, nous avons, là aussi, je vais encore une fois indexer l'hypocrisie qui caractérise l'appréhension de tous les problèmes, et notamment le problème névralgique de l'éducation nationale. Nous sommes tous d'accord que ça ne va pas. Le niveau baisse, que les étudiants, quelle que soit leur spécialité, qu'ils soient, que ce soit les spécialités scientifiques ou littéraires, ils ont du mal à s'en sortir. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on ne réforme pas? Les décideurs politiques eux-mêmes, ceux-là qui ont la possibilité de déclencher une réforme, ne font rien. Et pourtant, ce sont ceux-là même qui envoient leurs enfants non pas à l'école mauritanienne, mais à l'école française. Oui, la réalité c'est que nos ministres, le chef d'État lui-même, ils envoient leurs enfants à l'école française. Ça veut dire qu'eux-mêmes ne croient pas. Ils pensent que notre système éducatif n'est pas bon. Nom de Dieu, si notre système éducatif n'est pas bon, pourquoi est-ce qu'il ne le réforme pas? Pourquoi est-ce que ce système éducatif moribond... Qui t'a dit que les enfants du président sont à l'école française? Il y a un fils du président qui est à l'école française. Tout le monde le sait. Toi-même, tu le sais. Il n'y a pas que le président. Tous Toi-même, nos tu le cadres sais. envoient des enfants. Ah non. Tous les majorité des ministres, tous les riches, ils envoient leurs enfants à l'école. Ouais. Ça veut dire que l'école mauritanienne, elle est là pour les pauvres. C'est Et vrai. alors ceux-là qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas la chance d'avoir des personnes haut placées, ils doivent aller comme cela, ils ont une chance sur 100 de réussir. Les autres envoient. Ça, c'est de l'hypocrisie. Nom de Dieu, il faut que nous réformions tout de suite, parce que chaque année perdue, c'est une génération, malheureusement, qui se retrouve ainsi sacrifiée. Il faut qu'on fasse vite. Donc on fait la dernière question, parce que le réalisateur me dit qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va faire le dernier tour de table. En fait, vous écrivez en français pour qui? Pour quel public? Pour reprendre votre question cette matinée. Oui. Vous écrivez pour quel public? J'écris d'abord pour moi. Oui. J'ai écrit pour moi. Et quand j'ai dit qu'on peut le publier, j'ai partagé avec une amie, elle a trouvé qu'on peut le publier. Et je crois que c'est écrit à tous ceux qui veulent le lire. Elle m'avait bien dit, je crois qu'il y a... D'abord, ça parle du système de caste. Donc, c'est pour un peu faire parler de ça, le système de caste en Mauritanie. Et puis, il y a d'autres histoires assez amusantes, peut-être. Donc pour quel genre de public? Pour quel genre de public? J'écris un public Pour les Mauritaniens d'abord? apaisé, mauritanien et étranger, pourquoi Francophone, pas? quoi. Parce que j'aimerais bien faire parler un peu de la Mauritanie par
les plumes de ces écrivains. Et donc, j'écris ça aussi aux Mauritaniens pour qu'ils révisent un peu, ça peut aider un peu à revoir ce système de caste. Un berger qui restera toujours berger parce que son père était berger. C'est un peu comme le réveil acheté de Rachidi, il parle de caste. Donc voilà. Et donc. Donc casté, quoi. Ouais. Donc, en fait, pour reprendre aujourd'hui, je rappelle que vous êtes tous membres de l'association des écrivains mauritaniens d'expression française, c'est bien ça. Donc aujourd'hui, votre débat a été écrit en français, en Mauritanie. Pourquoi et pour quel public? Bien. Moi, je ne suis pas écrivain, en tout cas, je ne me considère pas comme tel. Je suis plutôt chercheur, critique littéraire, si vous voulez. Ouais. En français, vous êtes mauritanien, donc vous écrivez pour quel public et pourquoi? Non, en français pour quel public? Non, j'écris sur des écrits. J'écris sur des œuvres mauritaniennes. Parce que, d'abord, c'est un acte patriote. Je tiens à le dire. Moi, je fais une thèse sur la littérature mauritanienne francophone. Parce qu'étudiant, je me suis rendu compte que aucun de mes compatriotes n'a fait l'objet d'études littéraires approfondies. Alors qu'il y avait des belles choses. Alors que moi, j'étais étudiant, j'étais avec d'autres étudiants, d'autres nationalités qui travaillaient sur leur littérature. C'est vrai, c'est leurs auteurs. C'est leurs auteurs. Mais je me dis, alors, pourquoi pas ne pas travailler sur la littérature de ton pays? Et d'ailleurs, j'ai été en ce moment objet de sarcasme, de moquerie. Est-ce qu'il y a une littérature mauritanienne? Et cette question m'a surtout été posée, non pas par des étrangers, mais par des propres... Parce que même la Mauritanie... Effectivement. Effectivement. Donc, moi, aujourd'hui, je peux te dire que je suis heureux d'avoir choisi cette voie parce que aujourd'hui, sont nombreux des écrivains mauritaniens qui sont sous le feu de la lumière. À l'université de Nouakchott, on n'étudiait pas la littérature mauritanienne. Aujourd'hui, non seulement on étudie cette littérature, mais la plupart des étudiants, lorsqu'ils arrivent en fin de cycle, ils font leur mémoire de recherche, que ce soit en licence ou bien à l'époque, ou maintenant en master, c'est la littérature mauritanienne. C'est encore, pour revenir à votre question initiale, c'est encore une façon de dire que cette littérature mauritanienne francophone existe et par ricochet, il y a, contrairement aux apparences, il y a une vitalité dans la langue française en Mauritanie. Peut-être aussi des autres littératures. Je sais qu'il y a des gens qui écrivent en soniqué. Attention, quand en soniqué, en poulard, en wolof, moi je connais des poètes. Je connais de romanciers qui écrivent dans nos langues nationales. Maintenant, il y a tout un problème de mécanismes qui font qu'ils ne sont pas connus. Mais le premier écrivain mauritanien français, francophone à être édité, c'est seulement en 1965. Donc, ne soyons pas pessimistes. Ensemble, écrivains en langue arabe, écrivain en langue nationale ou bien en français, l'essentiel pour moi, peu importe la langue d'écriture, c'est de faire ressortir, n'est-ce pas, ce qui fait nos valeurs en tant que Mauritaniens. Merci. Brian, donc en fait, écrire en français en Mauritanie, en fait, pour répondre à votre question, pourquoi et pour quel public? On n'écrit pas à un public, il faut écrire tout court, comme le disait tout à l'heure. Il faut d'abord s'extérioriser. Aujourd'hui, on a débattu de la question. Il y en a qui disaient que voilà, j'écris pour moi-même, j'écris pour les autres. Il y a quelqu'un qui parlait, c'est pour m'extérioriser, c'est un peu une catharsis, question de me reposer, tout ça. Mais moi, je n'ai pas eu le micro, mais j'avais tendance à rappeler une citation de René Char qui dit justement les mots savent de nous ce que nous ne connaissons pas d'eux. Autrement dit, quand tu écris, c'est pas nécessairement, tu n'exprimes pas ce que tu veux dire, tu te trahis peut-être pour les autres qui eux, verront à leur façon, suivant leur angle, mais dans tous les cas, quand tu écris, ce que tu disais tantôt, tu te découvres. Donc pour quel public, en fait, les publics francophones déjà peu nombreux en Mauritanie? Comment? Le public francophone qui est déjà peu nombreux en Mauritanie, vous pensez que vous pouviez écrire pour les Mauritaniens en langue française? Bien sûr, bien sûr. Ça passe? Bien sûr, ça passe, ça va passer de plus en plus.
Donc, n'est-ce pas, on l'a décidé. On va faire décider les décideurs. L'association des écrivains Ah oui, le français. d'expression Il faut aller à plus de français et à mieux de français. Et pour tous les Mauritaniens, ce ne serait pas le problème d'une ethnie ou une autre. Comme on ira pour l'arabe, qui n'est pas l'apanage d'une ethnie, pour le Soninké, le Wolof, les autres langues nationales, qui ne seront pas l'apanage des personnes, nous devons, au même titre, promouvoir toutes ces langues en parallèle avec le français, pourvu que l'unité nationale se renforce de plus en plus et qu'on y arrive. Voilà. Donc, vous, monsieur le docteur, en fait, on écrit en français en Mauritanie pour quel public? Pourquoi d'abord et pour quel public? Pourquoi? Parce que je crois que les écrivains ont répondu à cette question. Moi, je suis plutôt critique littéraire. Donc, nous suivons les écrivains, ils sortent leurs livres et nous planchons là-dessus. Et donc, nos écrits sont des écrits de seconde main. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, maintenant, nous autres, si vous me posez la question de savoir, moi, critique littéraire, mes ouvrages, je les adresse à qui? Ben, je les adresse à un public, pas seulement aux écrivains, mais à un public de spécialistes. Oui, parce que c'est francophone. Mais surtout mauritanien, c'est tout. Pas mauritanien, parce que surtout, moi je suis spécialiste de littérature africaine. Mes ouvrages ne couvrent pas seulement la littérature mauritanienne. Je travaille sur la littérature mauritanienne, mais je travaille aussi sur la littérature africaine de manière générale. D'ailleurs, plus de 90% des ventes de mes ouvrages, ce n'est pas en Mauritanie, c'est à l'extérieur. Donc, moi, j'écris pour un public de le dernier prix Nobel de littérature, le haïtien, il s'appelait Durand. Le dernier qui est rentré à la... Goncourt, vous voulez dire hein? Donc, le Goncourt? Non, il est rentré à l'Académie française. Ouais, donc, excusez-moi, on fait signer là, c'est bon, c'est la fin de, ça sera le dernier mot de cette émission, c'est la fin de cette émission. Je rappelle d'ailleurs que vous êtes Madame Sektoum Mohamed Val, qui est écrivaine. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Elle a un projet. Monsieur Dr Mbou, c'est à Diagana pour ce littérature française. Merci. Ahmed, tu as oublié le projet de littérature mauritanienne. Une seconde. Monsieur Brahim Bokar Losneba, qui est écrivain et analyste politique. Et monsieur Dr Mamadou Khalidouba. Donc, je vais commencer par vous. Donc, c'est le roman de Sektou, Le Berger de Ksar el-Barka. C'est bientôt dans les kiosques. C'est bientôt dans les kiosques, donc Sektou Mohamed Val. Brahim, je rappelle son premier livre, La Mauritanie entre les chars et les urnes, 1968-2008, qui est édition 2013. Et bientôt dans les kiosques pour Brahim Bokar Losneba, Soufi, le mystique qui faisait peur. Donc bientôt dans les kiosques. Monsieur Mamadou Khalidouba, Nouvelle tendance du roman africain francophone contemporain 1990-2010, de la narration de la violence à la violence narrative. Et toujours Mamadou Khalidouba, le roman africain francophone postcolonial, radioscopie de la dictature à travers une narration hybride chez l'Harmattan. Et sous la direction de Mamadou Khalidouba et de notre docteur Mbou, c'est à Diagana, et Mamadou Ahmed, d'ailleurs, que je salue ici. La politique de l'histoire dans les littératures africaines, en présence. Et le livre culte de Mbou, c'est à Diagana, parce que c'est les éléments de la littérature mauritanienne de langue française. Mon pays est une perle discrète. Bon, on l'espère. Donc, quant à vous, chers téléspectateurs, je vous remercie et je remercie en votre nom, les messieurs qui nous ont aidés à faire cette émission. Je rappelle monsieur Tafa et Racine et Martin Kemdem. Quant à vous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même chaîne, même heure. Au revoir.